ton deuxième projet de manière générale, c'est toujours le plus difficile. Parce que le premier, tu as l'énergie du débutant, tu n'as pas vraiment d'objectif parce que tu sais même pas si tu vas en vendre un ou si tu vas en vendre 1000, si tu vas en vendre 10 000. Et là, c'est le deuxième, donc il fallait confirmer. Bonjour Alexis. Bonjour. Déjà, merci d'être là. Sans problème, avec plaisir. Je suis ravie de t'accueillir dans ma chronique Des livres et des mots. Merci pour l'invitation. Donc ici, on parle littérature. Okay. Tu vas nous ouvrir les portes de ta bibliothèque personnelle. Pas de problème. Nous parler de ton parcours et de ton actualité du moment. Okay. On fait comme ça ? Let's go. Très bien. Alors, peux-tu te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Je suis Alexis Onestas, multi-entrepreneur à la tête de différentes structures dans le marketing, dans la communication. Et mon dernier grand défi, c'est le lancement de ma maison d'édition, Omax Books, qui traduit des livres afro-américains inspirants et motivants. Génial. Qu'est-ce qui t'a poussé ou motivé, en tout cas, à te lancer dans l'édition ? En fait, la maison d'édition elle est un peu particulière parce que, comme je l'ai dit, en fait, on traduit des livres américains. Et en tout cas en anglais pour le moment. Et donc, en fait, c'est un projet ultra personnel parce que je lisais et je lis vraiment quotidiennement beaucoup de livres d'inspiration, de biographie, de motivation autour du business et autour de parcours un peu particuliers, ce qui me pousse moi-même à faire mieux dans ce que je fais au jour le jour dans les entreprises que je gère. Et après la lecture de ces différents bouquins, je me trouvais un peu tout seul de manière générale parce que j'avais personne avec qui partager tel livre, la lecture, ce que j'avais ressorti de ces différents livres. Et je me suis dit, mais en fait, il y a plein de gens à qui ça servirait, à qui ça donnerait un nouvel élan dans la vie. Et je me suis dit, il faut aller rencontrer les éditeurs américains pour traduire ces livres parce que c'est super important. Ok. Et du coup, toi, tu te considères comme un grand lecteur ? Écoute, au vu du nombre de livres que la population française lit par an, oui, je suis un grand lecteur. Après, je sais qu'il y a vraiment des gens qui bouffent des livres tous les jours, qui ne font que ça, dans le métro tout le temps. Moi, j'ai quand même beaucoup d'activités, ce qui me prend beaucoup de temps. Mais oui, je suis dans la catégorie grand lecteur en France, en tout cas. Ok. Est-ce que tu te rappelles ou tu pourrais nous citer un livre qui t'a marqué, qui a vraiment impacté ta vie ? J'ai eu 2 gros chocs. Mon premier vrai bouquin, beaucoup plus jeune, qui m'a un peu marqué, c'est La rue Cazenègre. Parce que ce livre, en fait, donc c'est l'histoire pour faire très court, parce que c'est un livre très profond, mais c'est l'histoire d'un jeune qui va vivre chez sa grand-mère, en fait, aux Antilles, pour aller à l'école. Et en fait, ce livre, je l'ai lu en m'imaginant à la place du petit garçon, dans les rues de Marie-Galante, l'île de mes parents, et en vivant chez ma grand-mère. Enfin voilà, je me suis beaucoup identifié à ce petit garçon. Et donc ça m'a vraiment marqué parce que c'était la première fois que je lisais un livre qui avait vraiment un lien avec moi, où je pouvais imaginer les endroits, mais en me symbolisant les choses avec des choses que je connaissais. Et avec le peu de représentation que l'on avait, moi j'ai 40 ans, donc je suis né dans les années 80, et avec le peu de représentation qu'on avait à l'époque, de personnes qui nous ressemblaient, que ce soit en littérature, à la télé, à la radio, bref, peu importe, au final c'était quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et le deuxième grand choc littéraire que j'ai vécu, c'est le livre de Steve Stout, qui est en fait, pour résumer, parce que c'est quelqu'un qui a un grand parcours, mais qui est en fait le partenaire d'affaires de Jay-Z, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Tanning of America, qui explique comment doucement l'Amérique ou WASP est dans le business, et doucement tanning, c'est lorsqu'on bronze en fait, donc c'est une sorte de métaphore. Lorsque par exemple, pour t'expliquer un peu, il a un chapitre sur l'aventure de Run DMC, qui a été le premier groupe musical à être sponsorisé par Adidas, parce qu'il décrit dans ce bouquin le moment où Run DMC, durant un concert, invite les dirigeants d'Adidas et demande à toute la foule d'enlever leurs chaussures et de lever leur Adidas en l'air. Et ça, en fait, dans aucun sport, Adidas n'avait jamais vu ce genre de phénomène. Et Steve Stout a vraiment fait un bouquin
autour de tout ce genre de phénomène, comment doucement l'Amérique c'est tanning entre guillemets, et c'est un bouquin qui est encore étudié aujourd'hui à l'école, dans les écoles américaines. Enfin, c'est quelque chose vraiment qui m'a moi poussé à faire tout ce que je fais aujourd'hui. Ok, Voilà mes 2 gros génial. chocs. Omax Books, c'est le nom de ta maison d'édition. C'est ça. Elle est spécialisée dans la traduction de livres américains pour le moment. Oui. Est-ce que tu as des critères de sélection? Mes critères sont ultra personnels. En fait, il faut bien te rendre compte que Omax Books c'est venu après 20 ans à être au service des autres. C'est-à-dire que j'ai des agences de communication, de community management, de marketing digital, de formation, de management d'artistes, de danse. Et donc, en fait, durant ces 20 années où j'ai été beaucoup au service, le process était souvent de m'amener un produit fini, un album, un danseur, un projet, un concert et tout, etc. Et nous, en fait, on devait faire briller ce projet-là. Donc, j'avais, moi, parfois, beaucoup de frustration dans le sens où j'avais envie de participer au projet, mais c'était pas mon rôle, entre guillemets. Et là, aujourd'hui, Omax Books, c'est une sorte de, comment dire ça, de bouffée d'air, de renaissance, parce que j'ai le choix de faire vraiment, de travailler longtemps sur les livres, en fait, dont j'ai envie de parler, en fait. Et tous les livres qu'on a fait, les 5 livres pour le moment qu'on a fait chez Omax Books, sont des livres que j'ai lus, qui m'ont marqué. Et pour te donner une anecdote, par exemple, celui de Rick Ross, je pars déjeuner à midi simplement avec ce bouquin. Et en fait, je me pose à côté de mon bureau dans un resto pour manger. Et en fait, je ne pars pas du resto jusqu'à la fin de la lecture du bouquin. Et donc, et lorsque j'appelle mes équipes qui étaient déjà rentrées chez elles à la fin de la journée, je leur dis, bon voilà, c'est le prochain bouquin qu'on va faire. Parce que ce bouquin, en fait, voilà, j'ai passé ma journée à lire un bouquin. Donc oui, c'est le choix est ultra personnel. Je veux bien te croire parce que lorsque j'ai lu Rick Ross, j'étais en mode, mais waouh! Il est vraiment puissant. Ouais. Voilà. Alors, je me suis renseignée sur les maisons d'édition. Ils mettent en avant les auteurs. Ouais. C'est les auteurs qui vont en représentation, qui font un peu leur promotion. En tout cas, je ne sais pas si c'est une difficulté pour toi, mais toi, tu traduis des livres américains. Les auteurs, ils ne sont pas forcément avec toi. Comment ça se passe pour la promotion? En fait, disons que j'ai, pour le moment, c'est pour ça que justement, voilà, que je ne traduirai jamais de livres qui ne me parlent pas. Parce qu'aujourd'hui, en 2024, on a besoin de personnalisation, on a besoin d'identification par rapport aux personnes dans le business. Hein, peu importe ce que tu vends, il faut quelqu'un qui soit un peu la Mamie Nova de ton business. Et en fait, aujourd'hui, avec l'expérience et avec la confiance que les gens m'ont accordée, je joue ce rôle. Et donc c'est pour ça que je suis obligé de traduire des bouquins qui me parlent et que je peux défendre. Même s'il s'agit de domaines sur lesquels je ne suis pas spécialisé, comme le cinéma avec Issa Rae et Taraji P. Henson, par exemple, ce sont des parcours que je peux défendre parce que ce sont des parcours de femmes ou d'hommes, pour le reste des bouquins, qui ont cru en leurs rêves, qui se sont battus pour leurs rêves, qui ont été inspirés par d'autres, qui ont inspiré d'autres personnes. Et donc, en fait, on peut en discuter. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Issa Rae, 50 Cent et Rick Ross pour justement échanger avec eux autour de notre travail sur les bouquins. Donc, j'en ai bien sûr retiré des images, du contenu, etc. Mais oui, j'ai à l'avenir, et c'est justement une très bonne question parce qu'à l'avenir, je pense que je vais inverser mon processus de création. C'est-à-dire que sur les prochains bouquins, je pense que je vais faire les bouquins. Donc je vais les traduire, je vais les mettre en page, je vais en imprimer un certain nombre d'exemplaires et je vais aller à la rencontre de l'auteur. D'accord. Pour justement créer du contenu, créer des choses avec lui. Et ensuite, maintenant qu'on a entre guillemets un petit peu de gros noms et et vendu beaucoup de bouquins, on va aller à la rencontre des auteurs avant de sortir le bouquin. Ce qu'on faisait pas en fait au préalable parce qu'on démarrait, on savait pas vraiment comment ça se passait. Donc dès qu'on avait le bouquin, on avait envie de le partager, de le sortir. Et j'ai eu de la chance de rencontrer Issa, Rick Ross et 50 dans les bons timings de promotion. Mais la prochaine fois, je pense qu'on va vraiment aller faire du contenu pour ensuite revenir avec ce contenu-là. Ok, super. J'ai vu que tu avais toi-même réalisé la traduction du dernier livre. De tous les livres. De tous les livres. De tous les livres. En fait, sur les autres livres, j'ai été, sur les 5 livres, j'ai été accompagné, notamment sur Taraji et Issa Rae, parce qu'il était hors de question que moi, mâle, alpha, masculin, je mette des mots d'homme sur le parcours de femmes aussi inspirantes. Ça, c'est quelque chose qui était totalement impossible. Donc, je me suis entouré d'équipes féminines là-dessus.
Mais j'ai participé à toutes les traductions depuis le départ parce que c'était important d'avoir le ton juste par rapport à ce que moi j'ai ressenti quand j'ai lu les bouquins. D'accord. Mais sur 50, je me suis beaucoup plus impliqué parce que voilà, l'expérience aidant, voilà. Ok. Et du coup, il y a beaucoup de critiques sur les traductions de livres, les gens, les puristes qui sont très à cheval. Mhm. Toi, tu es plutôt fidèle à la lettre ou à l'esprit quand tu traduis Moi, je suis clairement... en fait, soyons clairs, le français n'est pas l'anglais. Donc je ne suis pas fidèle à la lettre parce que je pense que le public français demande beaucoup plus de jolies phrases construites que le public anglais. Mais pas parce que le public anglais est moins intelligent ou moins attaché aux lettres, simplement parce que le français est plus varié que l'anglais, de manière générale. Par contre, je fais quand même très attention à ne pas dénaturer les choses et à laisser en fait l'auteur s'exprimer. Pour te donner un exemple bien concret, lorsque moi, c'est aussi aujourd'hui, je peux pas traduire un livre d'Elton John ou de Taylor Swift, c'est parce que ce sont des personnes que j'ai toujours vues présentes dans la culture, mais ce ne sont pas des personnes que j'ai suivies. En réalité, Common, depuis que j'ai 10-15 ans, c'est quelqu'un que j'écoute, c'est quelqu'un que je vois, et je sais très bien que Common n'est pas Rick Ross. Non. Voilà. Et donc je sais que lorsqu'on s'attaque à un bouquin de Common, on va devoir prendre un peu plus de temps, être un peu plus porté sur la lettre, sur la poésie, sur le rythme de la manière dont ça doit sonner. Alors que lorsqu'on est sur un 50 Cent, il faut rentrer dans le vif du sujet. Lorsque 50 Cent, il dit fuck à un truc, ou il dit ceci, cela d'une manière à la 50 Cent, entre guillemets, on sait qu'il faut laisser 50 Cent s'exprimer, qu'on ne peut pas en fait romancer ce que quelqu'un d'aussi direct va dire. Mais il faut trouver un juste équilibre, et c'est justement pour ça qu'on prend beaucoup de temps à faire chaque bouquin. Il faut trouver un équilibre entre le respect de la personne et le désir du public à lire quelque chose de fluide et de francophone malgré tout. Ok, super. On sent la différence en tout cas entre les différents livres. Rick Ross, lui aussi, il était un peu dans le dur. Et Common, c'est vraiment un poète, c'était vraiment doux. Ouais. Ça a beaucoup parlé au public féminin. C'est ça. Réalise des chroniques et à chaque fois, ces livres-là, ils ouvrent des débats, des échanges. Les gens, ils arrivent à s'identifier. Et c'est le but, ce qui est bien. Ouais. Du coup, donc l'année dernière, j'ai participé à un atelier que tu as organisé autour du livre de Rick Ross. C'est ça. D'où est venue l'idée ? Tout est parti d'une frustration, comme d'habitude. En fait, ma vie, c'est de faire en sorte de combler mes frustrations. Et en fait, une fois que le livre est sorti, tu sais, moi, j'ai pas les codes de l'e-commerce, du service client, du service après-vente, etc. Et je me suis rendu compte que je voyais plein d'avis passer, je voyais plein de choses passer, mais j'avais pas forcément une plateforme pour discuter avec les lecteurs de ce qu'ils avaient ressenti par rapport au bouquin. Donc, comme je t'ai dit, le message à la base, c'était vraiment d'envoyer des émotions, de la motivation et de l'aspiration à un maximum de personnes. Et une fois qu'ils l'ont reçu, je ne pouvais même pas savoir si ça avait fonctionné, si ça leur avait plu, etc. Donc j'ai créé ces ateliers-là pour justement échanger avec un maximum de personnes. Là, ça a pris tellement d'ampleur qu'on va, je pense, les switcher sur du virtuel parce que j'ai vraiment envie il y a plein de gens en province qui m'ont dit oui mais on ne peut pas venir, pourquoi, etc. Donc on va vraiment le faire en masterclass un peu différente, on est en train de travailler dessus, mais voilà, c'est venu de la volonté d'échanger avec un maximum de personnes. Toujours format court ou un peu plus long ? 1 heure, ça passe très très vite. Ouais, mais je sais, mais 1 heure, ça passait très vite, mais l'heure se remplissait très vite. J'en enchaînais avec 2, et en fait, l'idée c'était vraiment d'avoir un maximum de personnes, et en 1 heure, on a quand même vu pas mal de choses. Donc voilà, ça allait. On a vu tous les chapitres. Exactement. Ok, alors, je vais prendre le livre de... Ouais, tiens. J'avais lu une phrase au début du livre où il disait « En grandissant, la lecture était souvent vue comme une corvée à subir, plutôt qu'un exercice permettant d'améliorer ses conditions de vie. En raison de cette mentalité, peu importe combien de secrets je partage dans ce livre sur le bonheur, les affaires ou l'amélioration de votre vie, beaucoup de gens du quartier ne les trouveront jamais. Ils ne prennent tout simplement pas la peine de se poser et de lire. Ils peuvent passer devant un livre comme celui-ci 1000 fois jusqu'à ce qu'il soit recouvert de poussière avant même de songer à l'ouvrir. » Bon, il développe un peu plus après, mais l'essentiel est là. Quel conseil, en tant qu'éditeur ou de lecteur, donnerais-tu à un jeune ou
moins jeune pour l'encourager à la lecture? Le conseil que je donnerais, c'est d'arrêter d'avoir honte. D'arrêter d'avoir honte de ce qu'on lit. En fait, on est dans un pays considéré comme un pays littéraire, comme un pays de grandes lettres. Et en fait, c'est ce qui empêche la population de lire des livres. Parce que dès qu'on va lire un livre sur quelque chose d'un peu plus simple, sur un sujet un peu plus léger, on va être considéré comme un, entre guillemets, mauvais lecteur ou un lecteur débile. Parce qu'on a Molière à lire d'abord, on a des grands livres d'auteurs à lire d'abord. Donc moi, j'ai rien contre ces livres-là, les livres qu'on nous fait lire principalement à l'école. Mais en fait, ça nous met ça nous enferme dans un faux savoir qui est qu'il faut lire ce genre de livre. Alors que si demain, vous êtes passionné par les micros et que vous avez envie de lire l'histoire des micros, d'où est venu le premier micro, comment les micros se sont évolués à travers le temps et pourquoi aujourd'hui on peut avoir des micros pour faire des podcasts ensemble. En fait, il n'y a pas de honte à avoir de se passionner pour un sujet bateau, lambda, enfin voilà, parce que justement, c'est ce qui amènera à lire un maximum de lire. L'essentiel, c'est de lire. Comme je dis souvent, en fait, c'est pas que les gens n'aiment pas lire, c'est que les gens n'ont pas trouvé le bon bouquin. Et c'est ça le vrai souci. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai une fille et je l'incite à lire, peu importe ce qu'elle veut lire. Au fur et à mesure, on est passé doucement de la BD à des vrais livres. Mais en fait, c'est elle qui choisit ses livres parce que je préfère qu'elle choisisse ce qu'elle va lire et qu'elle le lise vraiment, plutôt que de lui dire, bon, il faut que tu lises tel livre parce que j'ai lu dans un magazine de parents que c'est le livre intéressant. Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'elle passe un bon moment. Et je pense que les gens, si je dois leur donner un conseil, c'est de rentrer dans une bibliothèque et de choisir réellement, si c'est de la biographie d'un chanteur pop qu'ils adorent, eh ben, lisez la biographie d'un chanteur pop qu'ils adorent. Il n'y a pas de honte à lire le livre de Britney Spears parce que derrière, il y a un grand livre d'analyse économique ou politique qui vient de sortir. Si ce que vous voulez lire, c'est quelque chose de simple, lisez quelque chose de simple. Ok. Voilà. Merci pour le conseil. Pas de souci. Tu as pensé au format audio ou pas Oui, pour tes livres? Oui, mais j'ai un grand problème avec ça. C'est que tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis dans les années 80. Et en fait, dans les années 80, quand on allait au cinéma, les Noirs avaient des voix totalement ridicules. Et tu vois, on se souvient tous des voix, pas forcément d'Eddie Murphy parce que lui était une vraie star, donc voilà, mais les voix des seconds rôles noirs dans les films américains. Et moi, j'ai un traumatisme par rapport à ça, un traumatisme du ridicule, de la caricature. Et en plus, aujourd'hui, je traduis des livres de stars. Donc j'ai tellement envie de bien le faire que je suis encore en train de travailler. Et ça, c'est aussi la magie de la littérature, c'est-à-dire que je sorte la version audio de 50 Cent dans 1 an ou dans 2 ans, au final, le livre est gravé. Donc c'est pas, ça sert à rien de se presser et de faire mal les choses. Ouais. Je préfère bien faire les choses correctement. Mais oui, j'y ai pensé. Sauf que, alors, je vais te donner un exemple, mais j'ai lu, enfin, j'ai écouté le livre de Obama durant les vacances. Et en fait, la personne qui lit le livre est très douée, ça se voit que c'est quelqu'un, ils n'ont pas pris n'importe qui pour lire le livre d'Obama, comme tu t'en doutes, mais ce n'est pas Obama. Ouais. Et ça gêne en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et je ne suis jamais rentré réellement dans le bouquin parce que la personne n'a pas de lien, qu'on le veuille ou non, la voix est aussi un physique, tu vois ? Et je ne me suis pas reconnu quand je vois Obama, je me reconnais, il m'inspire, et en fait, je m'identifie à lui. Et je me dis, waouh, cet homme noir américain est devenu président. Et se fait réélire en tant que président. Et quand j'ai écouté ce livre qui explique tout son processus, je n'ai pas reconnu l'Obama auquel je m'identifie. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, j'ai vraiment besoin, quand je ferai des livres audio, que les gens puissent se dire qu'ils ont écouté 50. Et il y a un équilibre très compliqué à trouver entre la caricature de quelqu'un qui peut te permettre d'identifier 50 Cent sans le caricaturer et la caricature du 50, tu vois, direct, un peu brut, un peu gangster et tout, etc. Donc il faut vraiment que je trouve le bon équilibre pour faire ça. Et alors, je te parle même pas de Taraji, de Issa Rae, qui sont des personnes que je respecte
énormément parce que dans ce milieu, on sait très bien que c'est encore plus difficile pour une femme de se faire une place, de s'imposer, de réussir et de durer. Ça, ce sont 2 femmes qui ont réussi à le faire. Donc, loin de moi l'idée de prendre une voix caricaturale, tu vois, enfin voilà, il faut qu'on sente que lorsqu'on entend ce livre, et puis qu'on sente le pouvoir de ces femmes quand elles te racontent leur histoire, quoi, parce que ce n'est pas n'importe quelle histoire, justement. Totalement. Ok, super. Concernant l'édition, quels sont les 3... Alors là, ça fait quelques années déjà que la machine elle est lancée. C'est ça. Quels sont les 3 points positifs à ce jour et les 3 points négatifs? Alors, les 3 points positifs, déjà, c'est que moi, je sors, comme je te l'ai dit, j'ai bossé dans l'événementiel, j'ai bossé dans la mode, et j'ai bossé dans la musique. Ouais, j'ai commencé par Royal Wear, qui était une marque de vêtements à l'époque. Une grosse marque de vêtements, la marque leader sur le marché urbain à l'époque. Et dans tous ces business-là, il y avait en fait une notion de rapidité d'exécution qui était très très compliquée. Une soirée, quand c'est le vendredi 23 février 2024, tu auras beau faire ce que tu veux le 24 février, la soirée elle est passée, entre guillemets. Tu vois. Donc en fait, tu as parfois plein d'idées après la soirée, tu te dis j'aurais dû faire ça comme ça. Dans l'édition, ce qui est intéressant, c'est que tu peux vraiment relancer les projets vraiment constamment. Demain, si j'ai envie de faire une conférence sur la place de la femme dans le cinéma autour de Issa Rae et de Taraji, c'est pas parce que j'ai sorti les bouquins il y a 2 ans ou 2 ans que le projet n'est pas viable, entre guillemets. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, ce qui est incroyable aussi, c'est que par rapport à mon histoire personnelle, c'est qu'aujourd'hui, je vais rester dans les foyers. Tu vois, j'ai eu beau avoir des disques d'or, des soirées incroyables, des marques de vêtements. Un livre, ça reste. Moi, chez moi, j'ai des livres de mes parents, par exemple. Tu vois. Donc, quand aujourd'hui, tu vas acheter le livre de 50 Cent, au final, en plus, pour le coup, j'ai écrit la préface. Donc, en fait, je vais faire partie de la vie des gens longtemps. Ça, c'est quelque chose que au vu de ma carrière, c'est intéressant d'atteindre ce niveau-là à ce moment-là. Ça, c'est sympathique, surtout à une époque où la musique est devenue le streaming, où les films sont devenus le streaming vidéo, et qu'au final, rien ne reste, en fait. Tu vois, c'est intéressant d'avoir des choses qui vont rester chez les gens. Et le 3e point, c'est qu'en fait, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est très porté sur l'inspiration et l'identification. Et en fait, Steve Stout, quand il a fait tout ce qu'il avait à faire dans la musique, c'est lui qui a managé Nas, qui a fait plein de choses comme ça. Il a fait un pas de côté vers le marketing. Et je vais te raconter ça vraiment très, 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 très rapidement. Mais en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait d'autres business à faire lorsqu'il a fait la biographie de Men in Black avec Will Smith, et qu'il s'est rendu compte que Ray-Ban, donc par rapport aux lunettes qu'il y a dans le film, Ray-Ban vendait plus de lunettes que eux, Sony, vendaient d'albums. D'accord. Tu vois. Et donc il s'est dit, en fait, il faut absolument que je change de business, parce que on fait un film, on fait une BO, moi je vends des albums, c'est cool, mais en fait, Ray-Ban sont en train de faire des millions juste parce qu'en fait, le gars met des lunettes dans le film, tu vois. Mais il y a quand même la culture. En fait, il s'est rendu compte que la culture était beaucoup plus forte à certains endroits. Et moi, c'est ce que je suis en train de me rendre compte, c'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai échangé, j'ai collaboré, j'ai travaillé avec, et pas pour, j'ai travaillé avec 50 Cent, alors que d'un point de vue musical, ça ne serait, je pense, jamais arrivé. J'avais déjà travaillé, c'est marrant parce que j'avais déjà travaillé pour lui en tant que communicant sur ses albums en France. D'accord. Mais par exemple, j'avais pas échangé directement avec lui, j'avais pas pu discuter, j'avais été dans ses bureaux, comme je dis dans la préface, etc. Mais voilà, c'était un rôle de prestataire. Là, aujourd'hui, j'ai signé un contrat avec J-Unit, j'ai signé un contrat avec lui, j'ai été chargé de faire la promotion du bouquin, et quand on s'est rencontrés, c'était en tant que collaborateur par rapport à son livre. Et donc ça te permet d'avoir un autre aspect du business culturel qui est assez incroyable. Donc voilà les 3 points positifs. Et après, sincèrement, trouver des points négatifs. Les points négatifs, ce qui est difficile, c'est que à une époque où tout est rapide, là, au final, quand on livre, il y a des problèmes. Tu vois, on avait eu un gros problème d'impression sur la première impression de Common. D'accord. On avait juste eu un problème d'impression.
Et quand tu reçois 300, 500 bouquins avec un problème d'impression, en fait, t'es vraiment dégoûté, quoi, parce il n'y a aucune solution. Lorsqu'il y a un problème sur un album enregistré, tu peux changer les pistes, même sur Spotify, tu peux changer tout ça. Là, t'as pas de solution. Et ouais, il y a une frustration aussi. Une frustration aussi géographique, parce que j'aimerais beaucoup me développer beaucoup plus d'un point de vue géographique, mais t'as comment dire, les exigences tarifaires, les envois, les librairies qui te prennent au Canada 5 exemplaires, donc tu te dis est-ce que ça vaut la peine, enfin tu vois, voilà, c'est quelque chose comme ça. Mais ça c'est bon, c'est pas uniquement la littérature, c'est dès que tu vends du physique, c'est comme ça. Et un troisième point, je n'en trouverai pas parce que la littérature, c'est magnifique. Voilà, donc 2 points déjà, c'est déjà énorme. Voilà. Génial. Bon, pas sûr que tu puisses répondre. Alors, je peux répondre à tout. Tous les livres que tu as, en tout cas, traduits, mais lequel a été le plus impactant d'un point de vue autant personnel que professionnel? Lequel t'a le plus challengé, voilà. Je vais te dire, ça va être celui de Common. Ah ouais? Ouais. Ok. Parce que, je vais te dire déjà, en répondant aux autres, parce qu'Issa, c'était le premier, donc je savais pas ce que je faisais. C'est un peu le lucky punch du débutant, tu vois. Je sais pas ce que je faisais, je sais pas si ça allait marcher. En plus, on a sorti un premier bouquin qui s'appelle Les mésaventures d'une meuf noire maladroite. C'est quand même quelque chose de lourd à porter, tu vois. J'en suis super fier, mais tu vois, c'était quand même pas un pari facile. Celui de Taraji, sorti d'Empire, tu vois, il y avait du sens par rapport à tout ça. Rick Ross, comme tu l'as dit, c'était une évidence. 50, c'est dans la continuité. En plus, c'est une très grosse star, il y avait une tournée, donc voilà. Celui de Common, ça a été particulier parce que déjà, c'est un bouquin où il décrit sa relation avec sa fille. Moi, j'ai une fille et je suis très proche de Common musicalement depuis le début de sa carrière. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté, voilà, qui a amené beaucoup de choses à la musique d'une manière un peu différente de tout ce qui se faisait à l'époque. Et je me suis beaucoup identifié sur son dilemme autour du fait de beaucoup donner à sa fille par rapport au fait de travailler pour lui donner une autre chance que lui-même a eue. Mais en même temps, de beaucoup travailler, donc de ne pas être assez présent pour elle, etc. Bref, vous lirez le bouquin, vous comprendrez ce dont je parle. Et en plus de ça, c'était le deuxième. Et le deuxième ton deuxième projet, de manière générale, c'est toujours le plus difficile. Parce que le premier, t'as l'énergie du débutant, t'as pas vraiment d'objectif, parce que tu sais même pas si tu vas en vendre 1 ou si tu vas en vendre 1000, si tu vas en vendre 10 000. Et là, c'est le deuxième, donc fallait confirmer, fallait pas décevoir les gens par rapport à tout l'enthousiasme qu'on a eu par rapport à Issa. Il fallait faire tellement les choses bien qu'il y avait une pression. Et il y avait à la fois la pression personnelle parce que ce bouquin me parlait, et à la fois la pression professionnelle parce qu'il fallait pas se louper. Et donc, ouais, c'est le bouquin qui m'a le plus... C'est le bouquin, je pense que je me souviendrai de beaucoup de choses autour des autres bouquins, mais ce bouquin-là, il y aura toujours ce souvenir, déjà de la mauvaise impression qui arrivait, qui nous a fait nous remettre en question tous par rapport à ce qu'on faisait, du fait que je m'identifie beaucoup à l'auteur et à son histoire personnelle, et du fait que ce soit le deuxième bouquin, ouais, voilà. Ok, très bien. En plus, moi, quand j'ai terminé le dernier, je me suis dit, waouh, ils vont avoir la pression pour nous sortir un encore. Après 50 ? Ouais. Bah en fait, 50, c'est pas la pression, parce que de toute façon, soyons clairs, on va pas se mentir, on est entre nous. Le seul bouquin qui pourrait dépasser celui de 50, c'est celui de Jay-Z. Ouais. Voilà, c'est pas plus compliqué. J'y travaille tous les jours, j'envoie des mails tous les jours, j'y travaille. Mais en fait, non, il n'y a pas de pression par rapport... En fait, la pression par rapport à 50, elle n'est pas sur le prochain bouquin, elle est sur la prochaine, et c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment, sur l'organisation globale d'Omax Books. D'accord. Je pense que quand tu as fait un bouquin comme 50, t'as plus de l'excuse de la petite maison d'édition. Tu vois, il faut... Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, il faut restructurer les choses, il faut embaucher, il faut vraiment limite faire une pause dans ce que tu fais pour revoir tout ce que tu as fait, revoir ce qui n'a pas été. En fait, voilà, là, on a passé un step où on a
plus aucune excuse de débutant. Parce qu'on a bossé avec 50 Cent, tu vois, et qu'on n'est plus dans une petite catégorie, sans bien sûr dénigrer les autres, hein, mais on n'est plus dans une petite catégorie qui fait ça par passion. Là, on est rentré dans une industrie avec quelqu'un qui fait une tournée internationale, avec plein de dates, qui a des classiques, qui a vendu des millions d'albums. Donc, il faut juste se retrousser les manches et faire les choses bien pour la maison d'édition, mais sans se mettre aucune pression par rapport au prochain bouquin, parce que l'essentiel, c'est que le bouquin soit bien. C'est pas que ce soit forcément une méga superstar. Parce que ça, c'est bon, on l'a eu, quoi. Ouais. Voilà. Qui aimerais-tu retrouver sur la page Maya Coffee, dans la chronique? Auteur, lecteur, passionné, peu importe. Eh ben moi, je vais faire une réponse différente. J'aimerais bien que tu incites des personnes qui n'ont pas encore écrit de bouquin à écrire un bouquin. Parce que ça serait facile de dire oui, voilà, j'aimerais que tu voilà, tel auteur, tel livre, tout, etc. Mais j'aimerais surtout, tu vois, je pense que en France, aujourd'hui, les choses avancent, et je pense qu'il nous manque des exemples de vie, parce que justement, on est rentré, et c'est très bien, dans du podcast, dans de la vidéo, etc. Mais il nous manque un temps d'échange littéraire avec énormément de personnes qui font des choses extraordinaires. Tu vois, Kelly Massol, j'espère qu'elle est en train de travailler sur un bouquin. Tu vois, vraiment, parce que c'est quelqu'un qui nous impressionne tous, c'est quelqu'un qui a une positivité incroyable, et même moi personnellement, je ne connais rien à ses produits, comme tu t'en doutes, voilà. Et son parcours est inspirant. Voilà, mais chaque fois que je la vois, c'est quelque chose d'incroyable, ça me donne la pêche, ça me donne, c'est un défi par rapport en tant qu'entrepreneur à la manière dont tu te mets en avant, à la manière dont tu mets tes produits en avant. Aujourd'hui, elle fait de la télé, enfin voilà, aujourd'hui, il faut qu'elle prenne le temps de nous livrer un livre qui nous permette à tous d'avoir cet objet-là qu'il a décrit. Et c'est ça que j'aimerais voir. J'aimerais voir des gens à qui tu parlerais de littérature et qui à la fin diraient « Ok, c'est bon, on a parlé de littérature et maintenant je vais faire mon bouquin. » Voilà. Ok, très bien. Merci Alexis. Merci à toi. Et du coup, un mot pour Maya Coffee? Eh ben écoute, continue, parce qu'on a besoin réellement de ce genre d'échange, parce que au-delà même d'Omax Books, la littérature a besoin de personnes comme toi qui met en avant les livres et qui prend le temps de les lire aussi, parce que ça c'est important, parce qu'il y a plein de personnes qui mettent les livres en avant juste parce qu'il faut les mettre en avant, mais sans prendre le temps de les lire. Toi et moi, on a déjà échangé, et je sais que tu les as lus, je sais que tu les as digérés, je sais que tu as des analyses, tout ça, etc. Donc c'est très intéressant. Et donc merci, et continue à fond, parce qu'on a besoin de toi, nous, en tant que maison d'édition. Merci voilà. beaucoup. Merci.